Alors, nous recevons aujourd'hui la chef de groupe de l'Avenir en confiance au Congrès et également la vice-présidente du Rassemblement Les Républicains, Virginie Ruffnac. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur NC News. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on commence d'entrée de jeu par une petite question d'actualité. Aujourd'hui, donc, va être soumis au vote du Congrès le report de l'obligation vaccinale pour les secteurs sensibles. Quelle est, vous, votre position sur ce sujet ? En fait, je suis auteur de la proposition de délibération que nous allons examiner, et je l'espère et je pense voter cet après-midi. Aujourd'hui, on le voit bien, 57%, plus de 57% de notre population totale a un schéma vaccinal complet. 76%, plus des trois quarts de la population vaccinable a reçu sa première dose. Donc nous sommes à un haut niveau d'immunité en Nouvelle-Calédonie. Et en plus, si l'on rajoute à ce civisme des Calédoniens qui sont allés se faire vacciner parce qu'ils ont compris que c'était un outil majeur pour se protéger des formes graves de cette maladie, il y a aussi les personnes qui ont contracté la maladie et qui sont donc immunisées. Donc on considère que 70% de la population calédonienne est aujourd'hui immunisée, protégée contre ce virus. Donc par conséquent, il y avait lieu de donner de la souplesse au dispositif, d'autant qu'il y avait des sanctions qui étaient prévues pour certaines professions et pour les personnes à risque, des amendes de 175 000 francs qui devaient intervenir au 1er novembre. Nous avons considéré que ça n'était pas raisonnable d'instaurer l'entrée en vigueur de ces sanctions au 1er novembre. Elles n'étaient pas applicables, les personnes à risque n'avaient pas été contactées pour les informer de la sanction à laquelle elles étaient exposées. Il devait y avoir un médecin agréé qui devait contrôler dans les entreprises qui étaient exposés, ceux qui n'étaient pas vaccinés. Le médecin n'a pas été agréé par le gouvernement. Tout ça pour dire qu'il y avait lieu de donner de la souplesse au dispositif. C'est la raison pour laquelle aucune de ces professions, aucune de ces personnes à risque n'auront de sanctions. Tout est repoussé au 31 décembre. Donc l'obligation est maintenue, mais sans sanction jusqu'au 31 décembre. Les gens ont donc plus de temps pour aller faire leur acte de vaccination. Sans vraiment savoir ce qui va se passer là dans quelques heures, est-ce que les planètes sont alignées pour que le vote se fasse sans problème? Oui, vous savez, en fait, les 4 chefs de groupe au Congrès et l'éveil océanien, nous avons déposé conjointement cette proposition de délibération. Encore une fois, les Calédoniens ont été très civiques sur la question de la vaccination. Et on leur a mis beaucoup de contraintes entre l'obligation, aujourd'hui le pass sanitaire. Je crois qu'il faut maintenant leur redonner un petit peu d'espoir et voir une sortie de crise, en tout cas montrer le chemin vers une sortie de crise. Et donc petit à petit commencer un peu à libérer les contraintes qui pèsent sur eux. Il faut que la vaccination continue pour aller encore au-delà du seuil actuel, mais il ne faut pas aller mettre des sanctions là où ça n'est pas nécessaire aujourd'hui. Et c'est la raison de cette souplesse que nous donnons aujourd'hui à ce dispositif. Très bien. Alors une autre question sur l'actualité. Les indépendantistes viennent de confirmer leur non-participation au référendum du 12 décembre. Ils n'ont pas envoyé leur document de propagande au Haut-Commissariat alors que la date limite était fixée au 27 octobre. Que vous inspire cette décision ? Ça n'est pas responsable. Ça n'est pas responsable. Ils ont demandé eux-mêmes ce référendum binaire, oui ou non à l'indépendance, alors que pendant des années, nous leur avions proposé d'aller vers un référendum de projet pour emmener les Calédoniens vers la construction de leur avenir. Les Calédoniens ont déjà voté par 2 fois. Aujourd'hui, la situation sanitaire est maîtrisée, avec les conditions qu'on évoquait précédemment, et notamment un bon niveau d'immunité collective. Vous avez vu, nous avons des décès en très moindre mesure par rapport à ce que nous avons connu. Et finalement, on le voit bien, cette crise sanitaire est un prétexte pour eux, pour aller demander l'annulation de ce référendum, pour différentes raisons, probablement, qu'ils sentent que les différents événements qui se sont tenus cette année risquent de mettre peut-être un peu à mal le camp du oui à l'indépendance, mais ça n'est pas raisonnable. Je considère qu'ils doivent assumer cette consultation. En tout cas, nous sommes très clairs. Là, je parle pour le rassemblement, pour le coup. Si c'est pas le 12, eh bien, pour nous, c'est jamais. Il n'y a aucune raison de faire du caprice et de dire on ne veut pas du 12, alors que le 12 a été prévu, qu'il n'y a pas de raison objective aujourd'hui de ne pas tenir cette échéance majeure pour les Calédoniens. Si c'est pas le 12, c'est jamais. Et à ce moment-là, commençons à travailler une solution pour les Calédoniens que nous soumettrons lors d'un nouveau référendum, de projet cette fois-ci, comme nous avons su le faire lors de l'accord de Nouméa par exemple, ou bien précédemment lors des accords Matignon. C'est cette fameuse consultation citoyenne qui évoquait Thierry Santa dimanche sur NC Première. C'est un peu différent la consultation citoyenne. Je pense que Thierry Santa est attaché à ce que la population soit consultée, mais ça n'enlève pas la légitimité des responsables politiques à se mettre autour d'une table et à être force de proposition pour essayer de construire effectivement une solution pour les Calédoniens. Mais la consultation de la population elle-même est toujours importante. Nous sommes en démocratie, c'est de l'avenir des Calédoniens dont il s'agit.
Alors, si tout de même le référendum est maintenu le 12 décembre, c'est l'État qui prendra la décision d'ici le 15 novembre, si on a bien compris. Est-ce qu'une non-participation des indépendantistes pourrait quand même remettre en cause la sincérité du scrutin? Mais il ne le faut pas. C'est un choix et j'espère que la base, les Calédoniens en général, ceux aussi qui font le choix du oui, ne suivront pas cet appel à boycott, parce qu'il faut appeler un chat, hein, on parle de non-participation. Non-participation, c'est un boycott, hein. J'espère qu'ils ne le suivront pas. Les Calédoniens ont la possibilité, quel que soit leur choix d'avenir, hein, aujourd'hui, de tourner la page de cet accord de Nouméa et de ces consultations qui les opposent. Nous opposons nos populations en deux blocs face à face. Ça n'est pas souhaitable. Nous devons réconcilier, nous devons rassembler nos populations. Et pour ce faire, eh bien, il faut que ces consultations soient derrière nous. Et donc, ils ont la possibilité le 12 décembre de tourner la page et que nous puissions construire ensemble une nouvelle page de notre avenir. Alors, il y a une petite séquence sur la visite du ministre. Sébastien Lecornu a laissé entendre que les élus calédoniens avaient passé 20 ans à se focaliser sur la date du référendum au lieu de faire avancer d'autres causes. Et on a cité quelques-unes, comme notamment les violences sur les femmes. Comment avez-vous interprété cette pique? Oui, j'ai considéré que le ministre, son rôle, ce n'était pas d'être là pour distribuer des bons ou des mauvais points aux élus calédoniens, aux élus locaux, hein. Vous savez, notre vie au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, mais dans les provinces, c'est la même chose, c'est de travailler au quotidien et de voter des textes au quotidien sur la vie quotidienne des Calédoniens. Il est certain que ces consultations ne nous aident pas à travailler la vie quotidienne, parce que ce oui et ce non à l'indépendance cristallisent un peu, hein, la vie politique calédonienne depuis de trop nombreuses années. Et c'est la raison pour laquelle il faut passer cette échéance. Mais très sincèrement, aujourd'hui, je pense que le ministre ne doit pas opposer la société civile aux élus qui ne s'occuperaient pas assez de la population civile. Je rappelle que la population, c'est aussi celle qui choisit ses représentants, hein, élus. Et ces représentants élus, ils sont là pour essayer de proposer des choses et qu'il faut rassembler les gens. Vous savez, on a déjà les anti-vax, les pro-vax, ceux qui sont pour le oui à l'indépendance, ceux qui sont pour le non à l'indépendance. Maintenant, si on doit avoir ceux qui sont contre les élus, ceux qui sont pour la population civile, je crois qu'il faut rassembler tout le monde. Et vraiment, nous sommes quotidiennement, H24, 100% de l'activité du Congrès. Et moi, je suis chef de groupe au Congrès, donc je le sais bien. C'est vraiment de traiter les sujets du quotidien des Calédoniens. Il a aussi déploré l'absence globale de projets pour l'après-référendum. Toutefois, il y a quand même eu des projets qui ont été proposés par les loyalistes, notamment un projet de prééminence provinciale qui a été avancé par Pierre Frogier lors de la réunion à Paris, notamment. Est-ce que ce projet il est toujours d'actualité? Est-ce que vous continuez à le travailler ou comment ça se déroule par rapport à ces projets? Moi, à titre personnel, je suis assez convaincue que l'avenir passe par effectivement plus de responsabilité dans nos provinces. Nos provinces, c'est des collectivités fortes, hein. Ce sont 3 collectivités très différentes en termes d'identité. Vous voyez bien que la province des îles, la province nord et la province sud ont des modes de fonctionnement différents. Mais ça ne doit pas être une faiblesse, ça doit être une force. Reconnaître nos différences en Nouvelle-Calédonie pour ne pas essayer d'avoir un modèle unique pour tout le monde, mais essayer justement d'être complémentaires dans nos différences et d'en être fiers. Je pense que c'est une piste d'avenir pour essayer de rassembler tout le monde et de faire en sorte que chacun sente qu'il peut exprimer son projet de société au travers d'une province et d'un projet politique, de vie quotidienne. Ça ne veut pas dire que c'est la partition. Nous sommes pour une Nouvelle-Calédonie, une seule, mais effectivement une Nouvelle-Calédonie qui affirme et est fière aussi de ses différences en complémentarité et pas en concurrence. Et ces dernières années, à force de vouloir faire un seul modèle unique à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, eh bien on a mis systématiquement nos provinces en concurrence et ça rend la vie politique très difficile, au lieu au contraire de convenir. Pierre Frogier elle disait un terme qui est reconnaître nos désaccords, enfin voilà. Eh bien, c'est vrai que nous avons des désaccords, mais ça n'est pas forcément des antagonismes, ça n'est pas forcément quelque chose qui doit être source de conflit ou d'opposition. Admettons nos désaccords, là où nous voulons fonctionner différemment, et puis convenons aussi qu'il y a tout un tas de choses qu'on a envie de faire ensemble, parce qu'il n'y a pas d'intérêt parfois à ce que la Nouvelle-Calédonie parle de 3 voix à l'extérieur, et qu'il y a un intérêt à s'unir sur un certain nombre d'orientations et de projets pour précisément défendre ensemble l'intérêt collectif des habitants de la Nouvelle-Calédonie. Alors justement, est-ce qu'il y a une entente au niveau des loyalistes par rapport à ce projet? Est-ce que c'est envisageable déjà de se positionner dessus ou est-ce qu'on va déjà passer par la consultation citoyenne, essayer de fédérer un peu toutes ces énergies pour proposer finalement une copie commune
aux loyalistes et la soumettre aux Calédoniens? Mais ça serait l'idéal qu'on arrive à essayer de trouver les chemins communs au sein des loyalistes pour aller vers un projet commun. Il faut qu'il y ait des discussions, mais il y en a, vous vous en doutez bien, hein. Nous échangeons, on a des nuances, des différences, mais je ne pense pas qu'il y ait, comment dire, d'opposition très forte et qu'il y a un moyen. Nous ne sommes pas encore le 13 décembre. Mais effectivement, à l'issue du 13 décembre, il faudra trouver sans doute des voies communes. Moi, ce que je voudrais dire aussi, vous savez, l'État a dit, oui, soi-disant, il n'y a pas de projet. Mais pour porter des projets, il faut que les gens soient autour de la table. Quand est-ce que l'État nous a proposé d'arrêter avec ces consultations, oui ou non à l'indépendance qui ne règlent rien, de nous mettre autour de la table et d'essayer d'élaborer un projet en commun? Parce que nous avons un projet, les indépendantistes, je suppose, ont leur propre projet. Eh bien, à un moment donné, il faut bien que les projets soient mis en commun pour que nous puissions avancer ensemble. Si l'État ne fait pas cet entremetteur de mettre tout le monde autour de la table, et c'est la clé de voûte, l'État, entre les indépendantistes et les non-indépendantistes, nous n'y arriverons pas. Donc peut-être que l'État a aussi son rôle à jouer pour que les projets puissent s'exprimer. Très bien. Alors, une question que tout le monde se pose par rapport au corps électoral provincial. Est-ce qu'il interviendra au lendemain du référendum si celui-ci a lieu, par exemple, le 12 décembre? Est-ce que le 13, le corps électoral provincial tombe? Hélas, non. Hélas, non. Par contre, pourquoi non? Parce que vous avez une disposition juridique actuelle. Il n'y a pas de vide juridique en matière de droit, en matière législative. Ça veut dire que cette disposition, elle ne disparaît pas par l'opération du Saint-Esprit. Néanmoins, il a été reconnu par tous qu'il ne pourrait plus y avoir de nouvelles élections provinciales. D'ailleurs, vous savez, ça a été écrit noir sur blanc à Paris lorsque nous avons eu les échanges. Ça a été écrit noir sur blanc parce que juridiquement, c'est ainsi. Il ne pourra pas y avoir de nouvelles élections provinciales en Nouvelle-Calédonie avec le même corps électoral, puisque à l'issue de cette mandature, eh bien, nous allons sortir de l'accord de Nouméa, et ça n'est que pour la période de l'accord de Nouméa que ce gel du corps électoral, ce corps électoral restreint et gelé, était acceptable par toutes les plus hautes autorités internationales. Et donc l'État le sait, les indépendantistes le savent, ça leur a été dit, il faudra réouvrir ce corps électoral. Alors de quelle façon, c'est autre chose. Je ne dis pas que forcément une personne qui arrivera en Nouvelle-Calédonie sera électrice aux élections provinciales le lendemain de son arrivée. Nous sommes aussi, nous, attachés à ce que ce corps électoral y ait une forme de spécificité, hein, d'attache au territoire. L'accord Nouméa prévoyait 10 ans. Ça a été gelé, donc c'était seulement les personnes arrivées avant 98 en Nouvelle-Calédonie, voire même 88. Aujourd'hui, il faut sortir de cela. Des jeunes Calédoniens qui sont nés en Nouvelle-Calédonie, 99, 2000, 2001, sont aujourd'hui des personnes majeures qui ne sont même pas citoyennes du propre pays qui les a vus naître. Ça n'est pas acceptable. Avec peut-être la possibilité d'un corps électoral glissant sur quelques années. Par exemple, avec une certaine durée, par exemple. Est-ce que ça doit être 10 ans, est-ce que ça doit être moins? Avec aussi les attaches, quand vous êtes né quelque part. Hein, ça donne quand même, normalement, ça doit donner des droits. Vous savez qu'on a quand même le droit du sol, en France notamment, et partout hein, dans le monde. Hein, le droit du sol, le droit du sang sont deux droits qui sont des droits constitutifs de la citoyenneté et du droit au vote. Donc, il faut revenir à des choses plus raisonnables. Nous sommes vraiment dans une situation en matière électorale qui ne peut plus durer ainsi. Elle fait trop de malheureux, trop de personnes qui se sentent exclues et pourtant qui ont envie de s'investir dans la société calédonienne. Donc il nous faut nous sortir de ce schéma d'exclusion. Alors concrètement, la fin de l'accord de Nouméa, c'est une fois qu'il y aura eu un nouveau statut pour la Calédonie. Donc finalement, c'est pas tout de suite non plus. Alors vous savez, il y a beaucoup de choses très complexes là-dessus. Nous avons été un jour à un comité des signataires, je ne sais plus si c'était en 2018 ou 2019, où nous avons eu un avis du Conseil d'État. L'accord Nouméa est prévu pour 20 ans. Il a été signé en 98. Logiquement, en 2018, on devait être à la fin. Et vous savez que les indépendantistes auraient pu demander bien plus tôt le référendum. Ils ont attendu la dernière minute pour le demander. Il aurait pu être organisé dès 2015, demandé en 2014. Aujourd'hui, nous en sommes donc, vous voyez bien, à 23 ans. Ça n'est pas possible, ça n'est pas raisonnable. Dès que le référendum, le troisième, aura eu lieu, nous serons sortis de l'accord de Nouméa et s'ouvre une période transitoire de construction d'un nouvel accord jusqu'à sa ratification par vote par les Calédoniens le moment venu. Donc, effectivement, vous avez raison. Moi, je considère que lorsque nous aurons passé le troisième référendum, eh bien, nous serons sortis de l'accord de Nouméa. Encore un petit peu de patience, alors. Autre sujet qui approche, c'est l'entrée dans la session budgétaire à partir du 15 novembre. Quelques débats commencent à se profiler. Pendant ce temps-là, on n'a toujours pas eu de discours de politique générale. Est-ce qu'on a une idée de la façon dont les choses vont s'amorcer pour ce budget au niveau des financements?
Écoutez, moi qui suis élue du Congrès, j'aimerais bien pouvoir vous dire que nous avons un peu plus de visibilité que nos concitoyens qui ne sont pas élus, mais je ne peux vous dire que le contraire. Aujourd'hui, voilà plusieurs mois maintenant que le 17e gouvernement est officiellement mis en place. Nous n'avons jamais eu de déclaration de politique générale de la part du président du gouvernement. Vous savez que cette DPG, cette déclaration de politique générale, c'est le premier acte collégial du gouvernement lorsqu'il est mis en place. Pourquoi? Parce que l'ensemble des membres contribuent et que le président prononce ce discours. Vous voyez, c'est un signe. Soi-disant, le 16e gouvernement est tombé parce qu'il n'y avait pas assez de collégialité. Le premier acte de collégialité du gouvernement, c'est la DPG. Elle n'est jamais arrivée. Sur les budgets, puisque c'est la question que vous me posiez, on sait, ça a été annoncé par le gouvernement au Congrès et présenté, que la crise sanitaire 2021 coûte près de 48 milliards de nos francs. Mais nous n'avons aucune idée, aucune présentation de la part du gouvernement pour savoir comment il compte financer cette crise, ces 48 milliards, et je ne parle même pas du déficit de nos comptes sociaux, pour lequel nous n'avons jamais eu de présentation des orientations du nouveau gouvernement pour savoir comment il va résorber cette dette. Je rappelle pour ceux qui écoutent cette émission, les comptes sociaux, c'est notre système de santé, c'est notre système de protection sociale. L'hôpital est financé grâce à ces contributions, et aujourd'hui ce déficit fait qu'on est quasiment en cessation de paiement pour financer nos personnels de santé et tout notre système de protection sociale. C'est dramatique. Il y avait un plan santé qui avait été déposé. Qu'en est-il aujourd'hui? Il n'y a rien, nous n'avons aucune visibilité, c'est dramatique. Très bien. Alors, par rapport à l'avenir en confiance, le groupe L'Avenir en Confiance au Congrès, vous aviez manqué de soutien d'une partie de votre groupe lors de l'élection du président du Congrès. Est-ce que ça a fait changer des choses au sein du groupe? Est-ce qu'il y a une nouvelle organisation? Est-ce que ça induit des conséquences finalement Écoutez, il n'y a pas de nouvelle organisation. Vous savez que c'était un événement douloureux, effectivement, cette présidence du Congrès, parce que c'est dommage que nous ayons affiché une telle désunion et qu'effectivement, vous l'indiquez, j'ai été meurtrie d'avoir souffert d'un manque de solidarité au sein des propres élus du groupe Avenir en Confiance. Néanmoins, vous savez que pour nous, ce qui est prioritaire, c'est notamment ce référendum. C'est l'avenir dans la France des Calédoniens. C'est ce qui nous a unis en 2019. C'est ce que nous avons dans le cœur et dans l'âme. Et donc cela exige et nous impose d'avoir une forme d'unité dans la défense de ces intérêts des Calédoniens. Voilà, donc il n'y a pas de changement particulier aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a pour la campagne référendaire, sachant que vous êtes un peu hésitant finalement sur le maintien ou pas du référendum? J'imagine que cette non-participation du FLNKS, ce flou sur le maintien du 12 décembre, ça a forcément des conséquences sur la campagne. Est-ce qu'elle est 100% relancée Alors, on n'est pas du tout hésitant pour le 12 décembre. Nous souhaitons que cette consultation se tienne le 12 décembre, mais il n'est pas question de report pour nous. Donc on n'est pas du tout hésitant, on est tous sur la même ligne là-dessus, il n'y a vraiment pas de division interne sur le sujet. Bien sûr, nous y allons doucement sur la reprise de campagne, parce qu'il faut respecter les gestes barrières, d'ailleurs que nous respectons aujourd'hui même, puisque nous sommes à 2 mètres, plus de 2 mètres l'une de l'autre, et donc dans le cadre de la campagne, c'est la même chose. Donc je pense que notre directeur de campagne essaye de privilégier des pistes, notamment par visioconférence, et puis des formats différents de réunions que ce que nous avions envisagé au départ. Mais encore une fois, les Calédoniens ont déjà choisi 2 fois sur la même question, ont voté 2 fois sur la même question. Nous avons déjà fait 2 campagnes, nous avions commencé la 3e. Je pense que ceux qui ne savent pas encore ce qu'ils vont voter, c'est qu'il y a un vrai souci, d'autant que l'État a produit un document qui a été diffusé maintenant il y a plusieurs mois et qui indique les conséquences du oui à l'indépendance et bien sûr du non à l'indépendance aussi. Un dernier message à faire passer pour cette interview à nos auditeurs? Écoutez, moi j'espère et je formule le vœu que nous puissions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, rassembler, réconcilier nos populations. Nous souffrons trop en Nouvelle-Calédonie de division autour de ce choix du oui et du non à l'indépendance, alors que nous avons envie de vivre ensemble et que nous sommes un pays extraordinaire, la Nouvelle-Calédonie, avec une jeunesse qui a un potentiel immense, envers qui nous avons des devoirs. Donc rassemblons-nous au-delà de cette consultation dès qu'elle sera passée. Construisons l'avenir de ces jeunes, justement, qui ont espoir de pouvoir réussir en Nouvelle-Calédonie. Et puis, je souhaite aussi du courage aux Calédoniens et notamment aux familles endeuillées, qui ont souffert de ce virus très brutal que nous avons subi, mais qui ont été aussi très responsables dans la difficulté. Je voudrais vraiment les remercier et les féliciter de leur attitude. Quand il le faut, les Calédoniens sont quand même présents et savent répondre présent. C'est la majorité qu'il faut regarder et c'est très satisfaisant. Voilà.
Virginie Ruffnac, merci beaucoup. Et puis à très bientôt sur Merci à vous. CNews.